Merci beaucoup d'être là, si nombreux. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième séance du séminaire Culture et Histoire de mode. Voilà, deuxième depuis le début de l'année académique. Et cette première séance est consacrée à la dimension politique, à la dimension politique du vêtement et de la mode. Et c'est une session qui va avoir lieu en grande partie en français, avec 3 intervenants qui vont parler en français. On va essayer de faire des traductions un peu, peut-être prendre des questions en anglais si jamais c'est plus facile pour certains d'entre vous. La dimension politique et sociale du vêtement, vous devez avoir en tête peut-être des jalons un peu de la Révolution française aux manifestations des Gilets jaunes, en passant par le dress code des hommes politiques, l'activisme de la designer Sky Kubacub. Le vêtement a toujours eu, d'un point de vue historique, social, culturel, et continue d'avoir un fort pouvoir idéologique et communicationnel. C'est ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Et on est ravis de pouvoir accueillir 3 intervenants. Maxime Boiti, on va revenir sur lui très rapidement, François Augment et Erwan Sonnefer, qui vont nous parler de ce sujet assez complexe et assez riche. So, very warm welcome to all of you tonight to the 7th of these research seminars, this cooperation between AUP and the IHTP CNRS, this Fashion Cultures and Histories research seminar series that myself, Renate Staus, I'm a professor here, assistant professor for fashion studies, and together with Sophie Courtin, who founded this series, we sort of redeclined this series in terms of deconstructing Paris fashion towards a de-hierarchized narrative. And the series, as you can tell, is both bilingual but also transdisciplinary in its approach. And tonight's seminar is dedicated to the politics and social dimensions of clothing, so from the French Revolution to the Gilets jaunes protest, from the dress codes of politicians to the activism of designer Sky Kubacub. Clothing has always had and continues to have a strong ideological and communicative power, and we are thrilled to have 3 speakers with us tonight to explore different aspects of this. Donc, cette séance, comme vous vous souvenez peut-être maintenant, s'inscrit dans cette thématique annuelle qu'on a choisie en 2021, déconstruire la notion de la mode parisienne vers un récit déhiérarchisé. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'IHTP CNRS, c'est un séminaire organisé à l'American University of Paris, mais qui est aussi chapeauté, qui a été créé au sein du CNRS, au sein de l'Institut d'Histoire du temps présent. Donc peut-être 2 mots juste pour introduire la séance. En fait, on essaie depuis 2021 de déconstruire cette notion de mode parisienne, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que c'est devenu un mythe depuis très longtemps, c'est devenu une idée un peu reçue, et on a essayé de chercher à savoir, avec une 6 premières séances, qui étaient les hommes et les femmes derrière le process de fabrication de la mode, quelles sont les techniques dont on utilise, d'où viennent-elles, comment sont-elles adoptées en France. On s'est intéressé au tissu, au style, donc si vous avez envie de revoir nos séances, elles sont en ligne, enregistrées. Donc cette idée, c'est vraiment de déconstruire, pas forcément pour reconstruire tout de suite, mais pour s'interroger et donner un peu une visibilité à ce qui est peut-être moins vu et moins connu. Donc peut-être en un mot, le décentrement qu'on opère, il est à la fois social, s'intéresser à des gens, des minorités dont on parle moins, et géographique. On s'intéresse à la France, mais dans un monde globalisé. Et bien sûr, la France, elle n'a pas tout inventé, elle a cette idée de flux, de diversité qu'on a essayé d'aborder avec le cas des techniques et surtout des tissus venus de loin et adoptés par la France. So when we relaunched the seminar series in April of last year, it was really with this intent and theme of deconstructing Paris fashion towards a de-hierarchized narrative. And we wanted to deconstruct this very dominant and exclusive narrative around Paris fashion. That's why we use this symbol of the Eiffel Tower that's also very much used in symbolism around fashion. And we wanted to take a look at really what lies behind this dominant narrative. So the stories, the people, the places, the processes that are very much excluded. So in the last 6 seminars, we asked questions like made in,
where is Paris fashion actually made, then made by who are different and often acknowledged makers of fashion, made from the considering material global flows in fashion. And our attempt in decentering is both geographical but also social. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on voudrait comprendre comment la mode est aussi un message, comment elle peut être porteuse d'idées, de valeurs, d'engagement. Donc la mode est politique, mais jusqu'à quel point, selon quelle modalité, dans quelle perspective. Donc ce sont ces idées que nos trois intervenants vont explorer dans quelques images comme un appetizer sur peut-être des choses qui vous sont connues, très anciennes, le port du pantalon, les punks, plus récentes avec le Pussy Hat durant la marche contre Trump à Washington. Ce sont plusieurs exemples peut-être aussi qu'on étudie nous en Poésie et qui vont être mis en perspective par nos chercheurs. Une citation aussi peut-être pour commencer, des livres pour commencer, des références, elles sont ici, c'est une sélection de références qui peuvent vous intéresser, donc peut-être d'abord lui. C'est le livre écrit par François Roman et Erwan Sonora qui sont présents aujourd'hui sur vêtements, mode et résistance, un livre récent qui est sorti en juin 2023 si je ne me trompe pas, et qui rend hommage tout de suite à Durga Bartlett qui a publié Fashion and Politics, peut-être que vous connaissez ça pour les anglophones, donc des livres qui sont vraiment précurseurs sur ce thème-là et qui abordent la mode et politique d'une manière rigoureuse, scientifique et aussi très illustrée. François Roman a aussi publié Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique, c'est aussi, on vous encourage vivement à le lire. Un livre de référence, Subculture de Dick et Dige, pour vraiment, c'est pas en français, mais pour aborder la question des subcultures et du sens de la mode, du sens que prend le vêtement. Et le livre de Maxime Boisdy, qui n'est pas forcément sur la mode, mais sur les études visuelles, c'est aussi votre approche. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup à l'université, comment aussi on peut aborder ces questions à travers les questions de communication, de visuel, d'image, et tout ce que cela veut dire. Et peut-être une citation pour commencer, qui, je dois avouer, que j'ai prise de votre livre, mais qui, je pense bien, un peu plante le décor de notre soirée. Je ne sais pas que c'est peut-être un peu petit. Langage politique, le vêtement relève de ces formes ambivalentes de communication non verbale qui disent, je laisse à la fois l'emprise du pouvoir, son hétérospectacularisation comme sa contestation, le poids de la domination masculine et son rejet, à l'image de l'histoire politique du pantalon, l'assujettissement des individus, mais aussi leur prise de conscience et leur libération dans la remise en question de l'ordre social par la médiation des apparences, à l'image des azous, des yéyés, hippies, punk, grunge et gothique. So tonight's seminar is very much dedicated to the political dimensions of clothes, and the term politics comes from Greek, from the term doing. So in relation to our garments, it's very much about our being in the world, our practice of being in the world, our different practices. And well, dress and politics remains a little explored subject. Political dissent has been manifested and materialized throughout the world, throughout centuries. And all over the world, really vestimentary symbols are used on the body, but also autonomously to express political beliefs and protests. And we'll be hearing tonight around three different contexts and symbolic arenas. Tonight we'll be beginning the evening with the presentation of Maxime Boisdy, who is assistant professor at the Gustave Eiffel University, who will be speaking about the Yellow Vest movement, the Gilets jaunes. So, on est ravis d'accueillir Maxime Boisdy, qui est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Il est maître de conférence en études visuelles, membre du LISA, et vos recherches portent principalement sur l'histoire intellectuelle des savoirs visuels et l'iconographie politique. Vous avez récemment publié Texture vestimentaire et politique du Gilet jaune dans Parlement, la revue d'histoire politique en 2021, et La société n'existe pas, image de la guerre civile sous Margaret Thatcher en 2022. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup à Sophie et à Renate pour leur belle invitation à venir discuter avec vous ce soir. Je ferai donc ma présentation en français, si derrière dans la discussion des questions en anglais aussi des points nécessitent des clarifications
n'hésitez pas non plus à vous manifester sur voilà, toute demande par rapport à des références aussi, puisque j'ai quand même prévu de vous montrer beaucoup d'images et peut-être pas tant de théories pour pouvoir aussi nourrir les échanges dans le croisement entre nos trois interventions. J'ai proposé effectivement une intervention qui est basée sur les gilets jaunes, mais j'espère dire d'autres choses, finalement réouvrir aussi le texte que j'avais consacré véritablement à ce vêtement en particulier que le gilet jaune. En tout cas, il me semblait intéressant de venir en parler avec vous ce soir, puisqu'il a une histoire très tournée vers la mode vestimentaire et populaire, mais vers également le luxe par cette histoire particulière qui est celle d'une campagne publicitaire qu'a faite le couturier Karl Lagerfeld en 2008 pour la sécurité routière française, de telle façon à promouvoir ce qui était à l'époque devenu obligatoire dans l'ensemble des voitures, des véhicules en France, la nécessité d'avoir un gilet jaune à l'intérieur en cas d'accident, en cas de panne, pour pouvoir être visible de manière optique, pour le dire de cette façon-là, en cas d'incident nocturne. Gilet jaune et également un triangle de signalisation. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien. Je ne peux pas vous le faire avec l'accent allemand de Karl Lagerfeld, mais j'aurais bien aimé. Mais ça peut vous sauver la vie. C'était le slogan avec lequel, du coup, le gilet jaune a été proposé, exposé, mis en évidence par l'État français en 2008. 10 ans plus tard, se déploie une révolte populaire, l'une des plus importantes depuis mai 68 en France. Elle a duré 2 ans. C'est la révolte des Gilets jaunes, presque 10 ans plus tard, et elle renverse finalement cette signification. Le jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça habille la révolte, dit le slogan de Gilets jaunes, ici reproduit dans la ville d'Alençon. C'est un des slogans parmi tant d'autres, on en discutera je pense plus tard également avec François Erwan. Un des slogans, parmi les nombreux slogans, les nombreuses punchlines politiques que les Gilets jaunes ont adopté. En fait, avec une logique assez simple, celle d'un renversement du sens politique d'un vêtement. Il était imposé par l'État et obligatoire à avoir à portée de la main en cas de nécessité, car sinon l'État est en droit de vous mettre une amende. Et voici tout d'un coup que le gilet a sa signification renversée. Il est là pour signaler une révolte contre l'État, un vêtement qui repart dans l'autre direction de manière oppositionnelle, pour le dire de cette façon. Un collectif, le collectif Plein de dos, dont j'ai indiqué une référence, un livre qui peut vous intéresser puisqu'il est bilingue, français-anglais, Off Our Backs, c'est le titre que le collectif a choisi en anglais pour la version bilingue. Plein de dos, c'est une expression commune en France qui finalement signifie on en a assez, enough. Donc c'est vraiment cette question de en avoir plein le dos, ne plus pouvoir supporter le poids d'un ordre dominant, disons les choses comme ça, et en même temps plein le dos, tout un ensemble d'écritures, de slogans reproduits sur les dos des gilets jaunes pour contester justement le pouvoir. Et je m'aperçois que c'est un exemple en particulier, parce que finalement j'en avais traité un dans le texte qui est repris dans la revue que j'ai fait circuler, un slogan en particulier lié à une série télévisée française, tout un ensemble d'éléments de sens, mais voilà, prendre en tout cas le gilet jaune pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vêtement imposé par le pouvoir et renvoyé au pouvoir par ceux qui l'utilisent comme un symbole de révolte ou révolutionnaire. Ce qui est intéressant avec le gilet jaune, et là aussi je pense que ça ouvrira beaucoup de comparaisons ce soir dans les questions et dans les discussions, c'est que finalement c'est un vêtement très ordinaire. Comparé à d'autres vêtements, sa particularité est justement d'avoir été promu par Karl Lagerfeld, qui est donc une figure de la haute couture, c'est-à-dire d'un élitisme du vêtement, pour le dire de cette façon-là, alors que justement ici, ce qu'on retrouve, c'est un vêtement ordinaire, diffusé à des millions d'exemplaires,
sans valeur textile, sans valeur visuelle, c'est-à-dire sans valeur finalement peut-être tout court. Il n'y a finalement que la valeur politique de la révolte collective qui compte. Et c'est un travailleur français, Guylain Coutard, qui au volant de sa camionnette s'était filmé. Donc c'est en octobre 2018, vous voyez le 25 octobre, un max de gilets jaunes sur le tableau de bord. On en a tous un dans la voiture, dans la bagnole. Mettez-le en évidence sur le tableau de bord. Bon, il y a déjà quelque chose d'important aussi dans le langage même qui est utilisé, c'est la bagnole et pas la voiture. C'est foutez-le en évidence et non pas mettez-le. C'est déjà tout l'enjeu populaire, voire vulgaire du langage qui est utilisé aussi pour signifier de quoi la lutte va être faite. Alors, au-delà du gilet jaune, je pense justement qu'on reparlera par connexion ou par question, il y a finalement tout un univers du vêtement populaire, j'y reviendrai un peu plus tard, avec des questions genrées très importantes, la façon dont le vêtement uniforme n'est pas totalement vierge non plus d'implication dans le vêtement masculin ou féminin, selon qu'il est porté par des hommes ou des femmes qui jouent justement sur cette opposition. C'est aussi un vêtement de travail et il y a une histoire qu'on peut reconstituer du vêtement militant à travers le sens du vêtement de travail. Cette image-là nous ramène au subculture de Dick Updike, effectivement, cette idée d'une culture politique qui va se structurer autour d'un sens, du style. Nous sommes en Italie, mais pas que, au tournant des années 2000, entre 1995 et 2001, un collectif nommé les Tutte Bianche, donc en italien les combinaisons blanches, s'était constitué comme un mouvement très important dans le mouvement anti-globalisation ou altermondialiste, selon le terme qu'on utilise. Et déjà, c'était finalement un moment très important, me semble-t-il, dans l'histoire des relations entre image politique et usage du vêtement. C'est un moment particulier de transformation des représentations de classe à l'échelle de l'Italie, mais aussi à l'échelle internationale, à savoir le moment où tout d'un coup, le vêtement traditionnel du travail, qui était le vêtement bleu, on parle de col bleu, traditionnellement pour désigner en français la classe ouvrière, et pas qu'en France, et pas qu'en français. Finalement, ce que les Tutte Bianche à ce moment-là ont voulu faire, c'est réinventer le sens d'une couleur, la couleur blanche, qui était pour eux et pour elles la couleur qui allait permettre de mélanger toutes les autres couleurs traditionnelles de la représentation sociale et de la représentation politique. La possibilité de prendre le blanc pour y fondre les ouvriers, mais pour y fondre aussi les employés, pour y fondre les travailleurs précaires, pour y fondre finalement un nouveau collectif avec l'idée de faire une nouvelle classe transnationale, internationale, qui pourrait se reconnaître dans ce vêtement. Bon, c'est un mouvement qui a vécu, mais qui a une part importante aussi dans la pensée politique de cette époque, et finalement, à mon avis, dans une transposition en images et en vêtements de la pensée politique, disons, d'une certaine manière. C'est une option qu'on peut aussi, je pense, discuter collectivement, c'est-à-dire comment le vêtement devient une traduction quasiment au sens strict d'une certaine idée politique. On a déjà vu des images de punk, on a déjà vu des images politiques présentées dans le kaléidoscope de Renate et Sophie. On peut remonter à d'autres connexions liées au punk. Moi, je me suis beaucoup intéressé dans cette relation entre image politique et vêtements. Je ne suis pas un historien du vêtement, ou un spécialiste du vêtement, ou un théoricien du vêtement ou de l'idée de mode. Je m'intéresse plutôt à l'iconographie politique au sens le plus large, mais ce qui est évidemment très intéressant quand on étudie les relations entre image et politique, c'est de voir la place que les vêtements y occupent dans la période contemporaine. Finalement, le sens que le vêtement vient construire à l'intérieur, parfois d'histoires, de collectifs, qui sont déjà longues. Il me semble qu'une des techniques, une des formes de manifestation, bien avant les Gilets jaunes, bien avant les Tutte Bianche, qui fondent en grande partie les relations entre vêtements, symboles et politique, c'est cette pratique que l'on appelle le Black Bloc,
en anglais, qu'on utilise y compris en français comme expression. On parle non pas de bloc noir mais de black bloc. Et pourtant l'expression est allemande à l'origine, Schwarzer Block. C'est une étiquette, une manière de décrire la façon dont des groupes politiques qui sont particuliers à l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, entre le communisme et l'anarchisme, utilisent la couleur noire, qui est une couleur traditionnelle de l'anarchie, mais l'utilisent dans des modes d'apparition collectifs, avec l'usage, vous le voyez à l'origine, déjà de masques et de casques, pour essayer de construire l'anonymat. L'anonymat collectif, le vêtement noir servant à uniformiser l'apparition de ces corps qui n'en deviennent à l'arrivée qu'un seul. Une photographie prise à Berlin, Schönberg en 1980. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la connexion punk étudiée par Dick Teig, qu'on a vu également sur la photographie, c'est-à-dire cette idée finalement que le vêtement noir est un symbole punk et est déjà politique comme symbole punk, mais finalement s'articule ou rejoint d'autres idées politiques dans une dynamique internationale, voire progressivement également globale. C'est véritablement en 2001, lors d'un sommet altermondialiste à Gênes, en 2001, donc, on a vu émerger cette technique, cette pratique du Black Bloc à l'échelle internationale, au moment où véritablement c'était déjà transformé la mode. Une des choses qui m'intéressait aussi dans cette forme, ce ne sont plus les perfectos, les vestes en cuir, mais c'est déjà la mode qui a changé, et le hoodie qui est devenu, et j'en porte un ce soir, mais pas de la bonne couleur, mais c'est mieux comme ça. Le perfecto a laissé place déjà à un autre vêtement, c'est-à-dire que le symbole finalement est resté, la couleur est restée, l'organisation politique a globalement gardé un certain nombre de ses idées, mais le vêtement, lui, a finalement accompagné déjà quelque chose qui est la preuve d'une histoire interne à la mobilisation ou aux formes de mobilisation. J'avance pour ne pas être trop long, mais ce à quoi on a assisté encore plus récemment, c'est à l'apparition d'un autre vêtement, et non seulement au fait qu'il a été porté par les manifestants, mais également qu'il est devenu un slogan, ou qu'il est devenu un point de référence. Ici, une photographie prise le 1er mai 2018 à Paris, au pont d'Austerlitz, une manifestation qui avait tourné court, mais qui avait vu l'apparition d'un millier de manifestants anonymes et cagoulés. Et cette fois-ci, c'est un autre vêtement qui a pris encore la suite finalement des autres, du perfecto et du hoodie, c'est ce qu'on appelle le kawaii, qui est un vêtement imperméable, qui existe depuis longtemps, hein, ça remonte aux années 1960, la commercialisation du kawaii en France, mais il a retrouvé une jeunesse politique au moment où justement il a été repris. Il a évidemment un certain nombre de vertus que les vêtements précédents n'ont pas. Il est imperméable, il protège, il coupe du vent, et il permet de garder et de produire l'anonymat. Alors, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Ce que je vous montre aussi, c'est à quel point les slogans, et on reparlera sans doute de slogans tout à l'heure, les slogans font sens. La photographie n'est pas de très bonne qualité, mais elle montre suffisamment des slogans qui ont été écrits ce jour-là. 2 slogans, sous les carouets, la plage, un slogan connu, français, parisien, de mai 1968, était sous les pavés, la plage, manière pour les révolutionnaires de 1968 de dire qu'il n'y avait qu'à retirer les pavés des avenues et des rues parisiennes pour retrouver finalement un lieu sinon naturel, du moins un lieu de vacances ou un lieu de cohabitation. Donc les barricades avaient aussi ce sens plus profond que simplement la défense militaire voilà, de certains axes. Et sous les carouets, la plage existe aussi, disent les émeutiers du 1er mai 2018. L'intérêt étant également de voir cette autre référence. Nous rejouons mai 68, mais sans pattes d'Ef. Nous rejouons mai 68, mais sans ce qu'on appelle les pattes d'éléphant.
Ce sont des jeans, des blue jeans particuliers qui du coup ont une taille qui imite la patte des éléphants et qui sont caractéristiques de la période 1968 et des années 60. Donc finalement, c'est cette idée de la mode et de l'apparition vestimentaire qui fait sens à beaucoup d'endroits et qui, par les slogans, aussi prouve comment la construction de tout ça est opérée. Encore une référence très française, mais qui permet de revenir à la culture populaire, comment le vêtement militant est un vêtement très tourné vers le vêtement du travail, est très tourné vers le vêtement militaire, mais avec des références très fortes dans le cas des Gilets jaunes, aussi tourné vers le sport et vers les représentations sportives, le vêtement de sport. Un slogan très particulier français, Gilets jaunes, Black Bloc, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ce fut un slogan utilisé par la Fédération française de football pour promouvoir le rôle des arbitres, au moment où les arbitres n'étaient pas aimés, puisque les arbitres ne sont pas de vrais joueurs de football, peut-on penser, ou en tout cas ils ont souvent la fâcheuse tendance à prendre des décisions avec lesquelles certaines équipes et certains joueurs ne sont pas d'accord. Donc, très mauvaise capture écran, mais c'est une archive que vous pouvez retrouver sur Internet. Arbitre de football, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est le même slogan que des gens qui connaissent le football et qui connaissent finalement l'histoire de ces slogans et de leurs usages ont pu utiliser également pour dire nous ne manifestons pas avec le même vêtement dans l'espace, mais finalement nous avons la même passion qui est la révolution, disons-le de cette façon-là, ce sera le meilleur résumé. Bon, finalement moi c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'ouverture de l'imagerie politique à la mode, c'est l'idée de voir non seulement le gilet jaune comme étant quelque chose qui a servi à refuser à l'État ce que l'État avait essayé d'imposer, manière de dire à l'État nous ne sommes pas d'accord, nous refusons. Et dans le même temps, on voit toute cette mise en relation entre les vêtements politiques, entre les manières d'apparaître. Ce qui m'intéresse aussi, peut-être plus particulièrement aujourd'hui, c'est finalement quelque chose, alors je ne vous ai pas mis de grands tableaux du 19e siècle, mais je pense que vous connaissez sans doute de mémoire tous et toutes La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, qui est un symbole compliqué dans l'histoire française, mais c'est aussi un tableau qui a eu pour vocation de montrer des alliances, de montrer des ouvriers, de montrer des bourgeois, des petits bourgeois, de montrer finalement que la Révolution est une alliance entre des groupes différents qui trouvent à un moment une même passion, ou en tout cas qui trouvent des objectifs communs. Ce qui est très intéressant quand on repasse par le vêtement, la relation, j'aurais pu intégrer le tableau d'Eugène Delacroix, j'y ai pas pensé sur le moment. On voit déjà des vêtements au 19e siècle qui montrent les alliances, et on revoit avec ce type de référence, ces alliances mises en évidence. Je termine peut-être pour ne pas être trop long avec deux histoires possibles et toutes les questions qui pourraient vous intéresser à partir de ces exemples. Le fait que le militantisme queer contemporain trouve des exemples dans l'histoire des usages du vêtement populaire dans les luttes, des exemples en France, des exemples également en Angleterre, au Pays de Galles et dans d'autres pays. L'usage très répandu au XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle pour les révoltés en zone rurale d'utiliser pour différentes raisons des vêtements de femmes pour mener leurs actions, mettre des robes, utiliser des bonnets de nuit féminins, utiliser tout un ensemble d'éléments de la garde-robe des femmes pour se battre, pour aller attaquer des barrières, pour aller attaquer les adversaires, l'État, les péages, en gros tout ce qui est déjà à l'oppression. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement dans cette histoire du vêtement populaire
des jeux qui remontent loin dans l'histoire et qui jouent sur les partitions genrées, sur les séparations dans les imaginaires masculins et féminins, et une façon, en fait, déjà, de les bouleverser. Un excellent livre, Nathalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France, c'est un livre très important sur l'histoire de ces révoltes, qui existe donc également en français, et cette image anonyme qui est un exemple parmi d'autres qui appartient à ce qu'on a appelé la révolte de Rebecca, les Rebecca Riots entre 1839 et 1842 au Pays de Galles, avec des références religieuses, bibliques, que je préfère garder éventuellement pour la discussion pour ne pas être trop long, mais il y a évidemment aussi tout le poids de la religion dans la manière de réfléchir aux vêtements et de réfléchir au symbolisme. Voilà. Un travail long à effectuer. Donc je vous montre un dernier exemple, à quel point chez certains militants contemporains et militantes, il y a un imaginaire du Black Bloc, un imaginaire de la dissimulation et de l'apparition urbaine qui remonte jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au début de l'ère moderne. Il y a eu de nombreuses révoltes que l'on qualifie de millénaristes à la fin du Moyen-Âge et au tout début de l'ère moderne. L'idée que compliqué à résumer, millénariste, pour que l'histoire se réalise et pour que Dieu, auquel tout le monde croit, véritablement revienne sur Terre et résolve les problèmes que le peuple encourt, la révolte est nécessaire, car seule la révolte va faire revenir Dieu et va finalement résoudre les problèmes rencontrés. Et il y a des références dans des films, des références dans des témoignages sur les Black Blocs comme armée médiévale, comme musiciens médiéval, dirigeant la paysannerie en révolte. Et en fait, un horizon de références qui remonte dans l'histoire et qui finalement ne fige pas le sens du vêtement contemporain et qui peut toujours permettre d'aller rechercher d'autres références dans l'histoire. Voilà. J'en suis à 23 minutes, je dirais ça. C'est très bien. Parfait. Je vous remercie de votre attention. Pour votre présentation, donc, ce qu'on a proposé, c'est qu'on fasse les questions à la fin pour que ça soit fluide comme ça. Merci beaucoup, c'était passionnant et ça a ouvert aussi plein de questions et perspectives. On va continuer d'explorer ensemble. Donc maintenant, on est ravis de donner la parole à François Augmont, qui est professeur en sciences politiques à l'Université d'Angers et spécialiste d'histoire contemporaine. Vous êtes notamment l'auteur du livre dont on a parlé, Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique, et de vêtements de mode résistant. Je pense que vous allez en dire quelques mots, donc je vais m'arrêter là. Et ce soir, vous allez parler de dress code et de police des apparences à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci Sophie pour votre invitation. En effet, il y a 2 mots de ce livre. Vêtements, mode et résistance, en fait, c'est un ouvrage collectif qui est co-dirigé. Plus fort, plus fort. Voilà. C'est mieux là? Oui. Donc, ce livre que nous avons co-dirigé, Erwan Sommerer et moi-même, Erwan qui est aussi enseignant-chercheur à l'Université d'Angers avec moi. Donc, et à l'origine, c'était un panel que nous avions organisé lors du congrès de l'association belge de sciences politiques, c'est en 2020, panel qui s'est tenu dématérialisé. Et donc, dans cet ouvrage, on essaye justement, le thème du congrès, c'était les résistances. Et donc, il nous avait semblé intéressant d'essayer d'aborder les résistances au prisme, non pas des discours de façon assez conventionnelle, mais au contraire à travers la mode et les vêtements. Et on essaye justement de brosser. Alors, il y a tout un certain nombre de contributions sur le Loden comme forme de contestation, figure dans la contestation catholique conservatrice ou réactionnaire, mais aussi peut-être queer. Erwan parlera des Gilets jaunes sur lesquels j'ai fait une contribution qui a été évoquée par Maxime Boisy tout à l'heure, et puis d'autres contributions sur le jean, la trajectoire du jean, notamment en 1918, ou encore sur le perfecto. Je ne vais pas décliner tous les aspects, mais bon.
Alors pour ma part, je vais vous parler ce soir plutôt de la cravate à l'Assemblée nationale ou de son absence. Alors je me rends compte que je suis en train de décliner tout un certain nombre de pièces de vêtements au fur et à mesure de mes travaux. J'ai commencé à travailler sur le vêtement parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail du symbolique en politique. Et j'ai commencé par travailler sur le vêtement à travers la circulation de l'Est Mao entre l'Est et l'Ouest, entre la Chine et l'Occident, à partir du voyage de Roland Barthes en Chine en 1974. J'ai ensuite travaillé sur les femmes politiques en talons aiguilles. J'ai publié un article de communication et langage, un an ou deux. Et puis je me rends compte que cet été, j'ai publié un petit texte sur le soutien-gorge comme symbole politique. Et donc ce soir, je vais vous parler de la cravate, entre autres, ou de son absence. Le point de départ de cette réflexion, donc il ne figure pas dans cet ouvrage, c'est une réflexion un petit peu indépendante. Le point de départ est parti de deux rentrées parlementaires, l'une en 2017 et l'autre en 2022, des rentrées parlementaires qui ont été marquées par des polémiques portant sur des enjeux vestimentaires, notamment sur l'absence de la cravate de la part des députés de la France Insoumise en 2017 et le port systématique de la cravate par les députés du Rassemblement national en 2022. Des polémiques, évidemment, qui ont attiré l'attention sur ce qu'on pourrait appeler l'invisibilité subtilement révélée du pouvoir normatif des apparences. Je vais dire ça comme ça. En 2017, Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de députés faisaient donc irruption à l'Assemblée nationale sans cravate. Et Mélenchon, dans une conférence de presse, déclarait « Il y a eu dans cette Assemblée des sans-culottes, il y a dorénavant des sans-cravates ». On reviendra tout à l'heure sur les implications, évidemment, de cette filiation. Et 5 ans plus tard, donc je le disais, les députés du Rassemblement national vont adopter ce qu'on pourrait appeler, ce que les journalistes ont appelé d'ailleurs, la stratégie de la cravate. Et ils vont corollairement fustiger, stigmatiser ce qu'ils ont appelé la décontraction et le laisser-aller des députés de la NUP, qui est cette coalition de gauche, la nouvelle, je vais le sens de cet acronyme, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ok, merci. Donc ce que l'on rencontre, c'est que le dress code, un certain dress code qui est attendu à l'Assemblée nationale, va s'imposer comme un marqueur ostentatoire des clivages politiques, c'est-à-dire que ce dress code, respecté ou non respecté, va devenir et va donner à voir les antagonismes politiques. Il va véritablement construire une certaine forme de dissensus politique. Alors, un élément sur le contexte, ces polémiques surgissent au moment de ce rituel important pour l'Assemblée nationale qui est le rite de la rentrée parlementaire. Donc, il y a là évidemment un focus qui doit être pris en compte, un timing. Pourquoi ? Parce que il y a évidemment une exigence de solennité qui est associée évidemment à ce rite de rentrée. Et ce rituel, il suppose en général l'endossement d'un certain nombre de comportements, qui vont aussi de pair avec une forme de conformité vestimentaire, en tout cas conformité vestimentaire notamment par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que ce règlement intérieur existe et il fixe un ensemble de normes à valeur juridique. D'ailleurs, le règlement intérieur, c'est un texte juridique à valeur normative. Et ce règlement intérieur stipule ceci: la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être prétexte à l'expression d'une quelconque opinion. Est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logo ou de messages commerciaux ou de slogans de nature politique. Donc en fait, que nous dit cet extrait du règlement intérieur de l'Assemblée ? Eh bien, règlement d'ailleurs qui a pendant longtemps interdit le port du pantalon aux femmes, alors je n'ai pas la date précise à partir du moment de laquelle les femmes vont pouvoir porter le pantalon, mais en tout cas, ce règlement, il définit ce qu'on pourrait appeler le champ des possibles vestimentaires. Il définit ce champ des possibles vestimentaires en fixant des interdits, d'une part, des interdits religieux, militaires, économiques et partisans, et d'autre part, il fixe aussi un cadre
qui est marquée par une forme d'indistinction, de neutralité, indistinction ou neutralité qui est aussi en accord, en quelque sorte, avec le statut attendu des représentants du peuple. Par ailleurs, la rentrée parlementaire, c'est aussi, on peut le dire, un moment propice aux coups d'éclat. Alors ces coups d'éclat sont le plus souvent discursifs, ils relèvent le plus souvent du discours. Or, il se trouve que dans les deux cas de figure que j'étudie ici, ces coups d'éclat, bien sûr, seront pour partie discursifs parce qu'ils seront aussi commentés par les acteurs eux-mêmes, Mélenchon et les députés RN, mais avant d'être discursifs, ils sont aussi d'abord vestimentaires, donc ils relèvent de la logique de la visibilité et de l'expressivité. En ce sens, le vêtement devient évidemment un outil de communication à part entière. Il devient plus encore un véritable symbole politique. Donc moi, c'est ce travail du symbolique en politique qui m'intéresse, et notamment au prisme du vêtement. Alors on sait que, par définition, aucun vêtement n'est intrinsèquement politique, mais n'importe quel vêtement peut le devenir par des jeux d'annexion, d'appropriation, alors que l'on pense évidemment par exemple au polo Fred Perry, Black, Yellow par des suprémacistes américains, par des effets de filiation, que l'on pense au bonnet rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la révolte du bonnet rouge en Bretagne contre l'écotaxe en 2013, qui faisait référence évidemment, et explicitement, enfin pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bretagne, à une autre révolte éponyme, celle des bonnets rouges de 1875 en Basse-Bretagne contre le papier timbré. Donc il y a des phénomènes de filiation mémorielle qui peuvent ici fonctionner. Il y a des phénomènes aussi de stigmatisation à travers le Ledel, qui est étudié par exemple dans le livre par Yann Raison-Ducledieu, comment le Ledel va devenir le symbole de cette droite jugée conservatrice, réactionnaire, par un phénomène de stigmatisation qui émane pour l'essentiel des médias, et notamment des médias de gauche. Avant que d'ailleurs ce Ledel fasse l'objet d'une réappropriation dans un phénomène classique de retournement du stigmate que l'on connaît. Donc il y a des phénomènes de condensation ainsi qui opèrent, condensation sémiotique, on l'a vu, avec parfois, comme les gilets jaunes, évidemment, qui par définition n'est pas un symbole politique, mais devient et va devenir le symbole du mouvement éponyme, et un mouvement éponyme qui est basé sur la question originellement de la mobilité et du danger de la détresse. Alors il faut tenir compte aussi, dans la question de la construction du symbole, c'est un propos un peu théorique que je tiens là, mais il faut aussi tenir compte des contextes et des arènes qui vont aussi permettre de labelliser un vêtement et de le caractériser comme politique, bien sûr. Quand Alexandria Ocasio-Cortez fait irruption au Gala du Met en 2021, moulée dans une robe blanche avec au dos « Tax the Rich », eh bien, que fait-elle? Bien sûr, elle porte un message politique, elle porte un slogan politique, mais elle métamorphose en quelque sorte un rendez-vous mondain, le Gala du Met, en arène médiatique et en tribune politique. Donc il y a une forme de subversion, d'appropriation d'un moment, d'un lieu, d'un espace pour subvertir finalement la finalité ou l'intentionnalité première de ce. Donc le rituel de rentrée, c'est un moment qui est propice finalement au coup d'éclat, je le disais. C'est une fenêtre d'opportunité que savent saisir les acteurs politiques pour capter l'attention médiatique et pour évidemment diffuser un message. Alors je ne vais pas revenir sur les enjeux un petit peu théoriques en lien avec la sociologie interactionniste qui peut être mise en œuvre pour expliciter ces séquences. Je voudrais revenir donc sur ces deux temps, c'est chronologique. D'abord, en 2017, les sans-cravates et la contestation d'un ordre politique, juridique et vestimentaire. Et puis ensuite, en 2022, la stratégie de la cravate ou le rappel à l'ordre. Donc, je l'ai dit, le 27 juin 2017, les 17 députés, ils sont 17 à cette date, de la France Insoumise, alors ce ne sont pas tous des hommes, mais en tout cas les députés hommes de la France Insoumise apparaissent pour l'essentiel sans cravate dans l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon commente cette performance en soulignant bien sûr la filiation entre les sans-culottes et les sans-cravates. Bien sûr, c'est d'abord
dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon et à travers les attitudes des députés, une forme de revendication d'une liberté vestimentaire, une forme de libre arbitre vestimentaire qui est ici revendiquée, notamment face au rappel à l'ordre des huissiers. Les huissiers sont là pour faire respecter le règlement intérieur de l'Assemblée. Un règlement qui n'impose pas le port de la cravate, mais un port de la cravate qui s'est institutionnalisé au fil du temps. Et donc le port de la cravate n'est pas une pratique obligatoire, mais c'est devenu une obligation pratique, en quelque sorte. Rien ne l'impose, mais cette pratique est fortement intériorisée par les députés. Bien sûr, Mélenchon tisse une filiation entre la Révolution et la France insoumise. On le sait, la Révolution française a été une intense période de politisation du corps, et notamment à travers le vestiaire, le bonnet phrygien, la cocarde tricolore, le pantalon, par opposition évidemment à la culotte, le pantalon par rapport à la culotte qui était l'une des pièces de l'habit de cour, on le sait, avec la redingote et le gilet. D'ailleurs, Balzac, dans son traité de la vie élégante, aura cette formule: le costume étant le plus énergique de tous les symboles, la Révolution fut aussi une question de mode, un débat entre le drap et la soie. Donc, filiation révolutionnaire évidente. On peut dire que le vêtement, ou ici plutôt son absence, le vêtement est le message. Le vêtement est le message. Il dit donc le désaccord, il dit l'opposition, l'antagonisme. Il fait plus que le dire, il le construit, il l'impose. Et donc, on voit ici de quelle façon la performance vestimentaire et théâtrale, en quelque sorte, comment la performance scénique et oratoire est aussi performative. C'est-à-dire que par le geste se trouve aussi acté ce qu'on pourrait appeler l'insoumission déclarée, qui est associée évidemment au nom du mouvement que porte Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire la France insoumise. On a évidemment, dans cette absence de cravate, une manière évidemment radicale de signifier l'insoumission constitutive du mouvement. Cette insoumission, elle est évidemment confortée et commentée par Jean-Luc Mélenchon, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas tout à fait assimilé. Donc on voit bien comment ici un élément du vestiaire, une pièce du vestiaire peut devenir un symbole politique. Alors on trouve d'autres exemples dans l'ouvrage, je ne vais pas les détailler. Pourquoi ? Parce que le vêtement induit toujours, selon les contextes, des logiques soit de conformation et de conformation au rôle, soit au contraire de transgression ou de subversion des rôles. Par ailleurs, quand je parlais des lieux, vous avez peut-être en mémoire les apparitions de Roselyne Bachelot en croque-rose au Conseil des ministres. On voit bien que, ou du jean de Cécile Duflot dans un même Conseil des ministres, enfin pas le même, mais dans un autre Conseil des ministres, on voit bien que ce qui peut paraître banal dans la vie quotidienne l'est beaucoup moins, évidemment, porté par des ministres dans ce moment solennel qu'est le Conseil des ministres. Et donc, on voit bien que les vêtements acquièrent une dimension subversive en fonction des contextes dans lesquels ils sont portés, dans lesquels ils sont exhibés. Alors, pour en revenir à la cravate, rapidement, évidemment, la cravate, c'est un instrument de codage social. On évoquait tout à l'heure des cols bleus. Sociologiquement, évidemment, la cravate renvoie à la sphère bourgeoise, au col blanc. C'est l'appartenance à une classe sociale, sociologiquement parlant. Sur le plan politique, la cravate, c'est aussi un élément indissociable de ce qu'on peut appeler le vêtement de travail des élus. Le vêtement de travail des élus, c'est le costume cravate, traditionnellement. Même si aujourd'hui, il y a peut-être un certain relâchement, mais en tout cas, pendant très longtemps, le costume cravate, ça a été l'incontournable vestiaire des élus. Donc c'est à la fois un ethos bourgeois, ça renvoie à une forme d'ethos bourgeois, mais c'est aussi une pièce incontournable dans la construction du rôle et dans l'endossement du rôle. L'endossement du rôle politique va de pair avec l'endossement d'un certain nombre d'attributs vestimentaires. Et donc l'absence de la cravate nous dit aussi, d'une certaine façon, cette volonté délibérée de ne pas se conformer au rôle attendu à cet égard, de marquer une singularité, de marquer une forme d'écart, de distinction par rapport au rôle. Il va de soi que pour la France insoumise, cette absence de la cravate, elle a aussi valeur politique dans l'affichage d'une proximité
qui se veut sociale, idéologique et affective avec les électeurs dont ils sont les représentants. Donc il y a aussi un autre message qui est celui d'une forme d'identité, de représentativité, ici non plus au sens politique, mais aussi au sens sociologique, si on peut dire, entre les élus, les députés de la France Insoumise et leurs électeurs. Alors je passe sans transition à la deuxième séquence, qui est celle de 2022. La stratégie de la cravate déployée par les députés du Rassemblement national. En effet, les députés du Rassemblement national sont au nombre en 2022, je suis encore d'un autre siècle, sont au nombre de 89. Alors je n'ai pas la ventilation homme-femme, bon, on pourra la retrouver assez facilement, mais la veille de leur entrée à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen avait enjoint aux députés, hommes et femmes, un strict dress code. Tailleur pantalon pour les femmes, souvent veste blanche d'ailleurs, et costume cravate pour les hommes, plutôt sombre, noir, gris. Il y avait là une injonction vestimentaire, pour le moins étonnante. À quoi renvoyait cette volonté de légiférer les apparences, voire de pasteuriser ces apparences pour les nouveaux députés du Rassemblement national? Il va de soi que cette forme d'homogénéisation, cette forme d'uniformisation vestimentaire visait à produire une image, essayer d'imposer une image favorable du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, une image de cohérence, une image d'unité, une image de sérieux. Bref, tenter aussi de compenser sans doute par cette politique d'image le manque d'expérience et de ressources politiques ou médiatiques de la plupart de ces nouveaux députés qui sont des novices dans une large mesure en politique et qui doivent tout ou presque de leur réussite ou de leur carrière à Marine Le Pen ou en tout cas au parti. Et donc ces députés ont fait preuve d'une exceptionnelle docilité à l'égard des injonctions vestimentaires, façon pour eux évidemment de faire allégeance aussi au parti. Et on peut dire que cette stratégie de la cravate est devenue la grammaire politique de l'obéissance partisane. Alors pour Marine Le Pen, bien sûr, il s'agissait de mettre en rang, si je puis dire, et en ordre, y compris sur le plan formel, le groupe Rassemblement national qui se présente et qui se veut non seulement comme un parti d'ordre, mais comme le parti de l'ordre. Il y a là évidemment une cohérence, si je puis dire, sémiotique et politique qui fonctionne assez bien. C'est évidemment une stratégie de com, bien sûr, de la part du Rassemblement national, qui s'inscrit dans une politique qui a été mise en œuvre d'ailleurs par Marine Le Pen dès qu'elle a pris les rênes du Front National, politique qui avait été théorisée sous l'expression de la dédiabolisation. Il s'agissait de dédiaboliser le Rassemblement national. Il va de soi qu'avec cette normalisation des apparences, ce n'est plus la dédiabolisation qui est à l'œuvre, qui est en cours, c'est la notabilisation du Rassemblement national, bien évidemment, et son institutionnalisation dans le jeu politique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que parallèlement à cette volonté de notabilisation, à travers la cravate, il y a aussi une volonté de stigmatisation de l'adversaire politique, et notamment de stigmatisation des députés de la NUP et de la France Insoumise. Marine Le Pen qui déclare elle-même « Nous, on n'est pas la France Insoumise, on ne vient pas en tongs et en chemisette à fleurs ». Et cette thématique, finalement, sur le laisser-aller des députés de la NUP va être systématisée. Il y a des éléments de langage qui sont forgés et qui seront repris par tout un certain nombre de députés. Edwige Diaz, par exemple, qui, pour marquer cette bonne volonté vestimentaire, l'interprète comme une manière de respecter leurs électeurs. Je cite cette députée RN. Donc on voit ici un travail de stigmatisation de l'adversaire politique à travers le vestiaire où le port des chemisettes, des jeans, des shorts, des tongs et de des sandales, etc. Tout cela a vocation à surligner le laisser-aller
des membres de la France insoumise et plus largement de la gauche de la gauche. Mais d'ailleurs, dans cette croisade vestimentaire, le Rassemblement national va bénéficier du soutien aussi de certains ténors du Parti républicain. Renaud Muselier qui dénonce cette gauche sale, débraillée et qui crie partout, ou Éric Ciotti qui se lance lui aussi dans une croisade pour interpeller la présidente de l'Assemblée nationale sur ce qu'il appelle un sujet d'importance. Ce sujet d'importance, c'est le relâchement vestimentaire de certains élus qui se seraient grandement amplifiés. Et en fait, ces députés seront entendus par la présidente de l'Assemblée qui va alors, et afin de clore cette polémique en quelque sorte, modifier le règlement intérieur. Donc on voit ici comment les normes vestimentaires vont aussi infléchir les normes juridiques dans un processus bottom-up, pourrait-on dire, pour aller vite. Le règlement intérieur qui impose désormais, je cite, une tenue neutre, convenable, non détendue, ni a fortiori négligée, le port de la veste devenant obligatoire, celui de la cravate recommandé. Ce n'est pas une injonction coercitive, mais le port de la cravate est néanmoins fortement recommandé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, on a là évidemment une zone grise malgré tout, sur cette recommandation qui peut laisser sujet néanmoins à interprétation des juristes. En tout état de cause, on voit malgré tout une forme de réussite de cette entreprise de normalisation vestimentaire et politique à l'œuvre à cet égard. Alors, pour conclure, je ne sais pas si je vais passer le temps, ça va, je vais me prendre 5 minutes. Quelques réflexions un peu plus générales, si vous voulez, à propos de ces deux épisodes et des vêtements qui y sont associés, des vêtements qui, pour partie, nous dévoilent l'existence d'une grammaire à la fois de la contestation ou de la conformation, grammaire de la contestation qui souvent se situe davantage aux marges du système politique plus qu'à son cœur, une contestation vestimentaire et politique qui est souvent davantage le fait des outsiders ou des novices plus que des professionnels installés, une contestation vestimentaire et politique qui est aussi le plus souvent à gauche qu'à droite. Et l'on voit ici, par ailleurs, que dans une société marquée, dans une économie de l'attention, et face à l'exigence de visibilité, qui est devenue quand même aujourd'hui un impératif important pour les acteurs politiques, les stratégies vestimentaires hérétiques, telles que l'on a pu les évoquer ici, permettent finalement de maximiser facilement un minimum d'intérêt de la part des médias qui vont multiplier les papiers, les focus sur ce type de polémique. Une polémique qui donne aussi à voir, me semble-t-il, sur le plan des représentations et des imaginaires, tout un jeu de couplage notionnel un peu antinomique entre ordre et désordre, soumission et insoumission, adhésion aux normes et contestation des normes. Et on peut se demander si cette stratégie vestimentaire, qui n'est qu'un maillon bien évidemment de la stratégie du Rassemblement national en termes d'image, si cette stratégie vestimentaire et cette stratégie d'image plus largement n'a pas été payante, parce que j'ai pris connaissance ces derniers jours de l'enquête baromètre réalisée depuis 11 ans par un certain nombre de cabinets. Je ne sais pas si c'est Ipsos, Steria, Le Monde, le CEDIPOF, l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Et dans leurs dernières analyses, Gilles Finkelstein, le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, souligne justement que ce processus, en quelque sorte de notabilisation du Rassemblement national, est devenu assez marqué. Si, bien évidemment, il y a encore une majorité, 66% des sondés qui considèrent que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, les perceptions en termes de danger ont considérablement baissé. Ils ne sont plus que quasiment un sondé sur deux à considérer le RN comme un parti dangereux pour la démocratie. Et en fait, tout cela repose dans une large mesure, selon Gilles Finkelstein, sur cette dynamique d'image, à la fois fondée sur la proximité qu'a su imposer, ou en tout cas donner à voir
le Rassemblement national, mais aussi sur la crédibilité telle qu'elle peut être perçue par un certain nombre de sondés, et sur la désirabilité du Rassemblement national. Et la question de la crédibilité, aujourd'hui, 44% des sondés considèrent le Rassemblement national comme un parti crédible de gouvernement. Alors, je n'ai pas tous les chiffres, mais ce qui témoigne quand même d'une évolution substantielle. Eh bien, tous ces éléments-là, ils sont largement associés, selon Jean Finkelstein, Sébastien Klein souscrit évidemment à son analyse, à cette politique d'image. Et on l'a vu, comment le RN a pu capitaliser, peut capitaliser sur, finalement, en faisant peu et en étant quasiment invisible dans l'espace public et même au sein de l'Assemblée nationale, en capitalisant sur la colère qui était perceptible au moment des Gilets jaunes, parce que la dimension de la colère est quand même une des dimensions majeures de cette mobilisation, le mécontentement que l'on a vu à l'œuvre lors de la contestation à propos des retraites, et puis aussi, c'est un élément que souligne Jean Finkelstein dans son étude, c'est la stratégie du chaos parlementaire menée par la France insoumise, dixit Jean Finkelstein. Donc on voit bien aussi que la façon dont les partis politiques ont pu se mettre en scène, la France insoumise et la NUP sur un mode un petit peu conflictuel, ouvertement conflictuel, et au contraire le profil bas du RN à l'Assemblée nationale, tout cela induit évidemment des représentations au sein de l'électorat. Voilà, je ne vais pas développer davantage, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour communication passionnante, c'est très riche et aussi c'est très contemporain, et c'est vrai que, en tout cas pour tous ceux qui ont ces références politiques à l'Assemblée, on a vu énormément de scandales nés comme ça au sein de l'Assemblée, et on voit très bien que c'est très polarisé très très rapidement en politique. Donc je pense qu'on aura plein de questions pour vous. Merci beaucoup. Maintenant, on va accueillir Erwan Sommerer, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Université d'Angers et membre du Centre Jean Bodin. Vos travaux portent sur le lien entre pluralisme, conflictualité et liberté en période de transition politique et institutionnelle, notamment pendant la Révolution française. Vous vous intéressez également au rapport entre constructivisme, post-structuralisme et anarchisme. Vous avez publié le livre qui doit encore passer en public, Vêtements, mode et résistance, en 2023, L'anarchisme sous la Révolution française en 2017, ainsi que Dispersion de la vérité, constructivisme et contingence des identités, la sociologie de la connaissance mène-t-elle à l'anarchisme en 2021. Merci beaucoup, on a hâte de vous écouter. Merci. Bien, bonsoir, merci beaucoup Renate et Sophie pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir présenter ces éléments donc, qui ont été exposés dans le livre, dans le chapitre que j'ai rédigé pour le livre qui circule. Donc j'ai quelques éléments d'illustration, mais que je ne vais pas nécessairement commenter au fur et à mesure, c'est simplement pour que vous puissiez visualiser quel est le travail donc, de Sky Cubacube et voilà, que ce soit visible et son manifeste également, je vais présenter sa couverture et puis un petit peu son contenu, mais sans vraiment m'y arrêter au fur et à mesure de mon propos. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais apporter quelques précisions quant à ma démarche. En effet, je ne suis pas spécialisé dans l'étude du corps et du vêtement, mais je m'y suis intéressé à l'occasion de ce livre et dans le cadre d'une trajectoire propre à mes réflexions en théorie politique. L'un de mes chantiers de recherche porte en effet sur les processus de subversion et de déréification des identités individuelles et collectives en période de crise ou de révolution. Il s'agit d'interroger la manière dont les acteurs contestent les identités dominantes en circulation dans l'espace public et optent pour des stratégies de malléabilité ou de fluidité identitaire. J'interroge cette question à partir du post-structuralisme d'Ernesto Laclau ou de la sociologie constructiviste de Berger et Luckmann. Ce sont les circonstances de la déréification qui m'intéressent, et je mobilise aussi les travaux de James Scott, un politiste et anthropologue nord-américain. À travers lui, c'est le lien entre fluidité des identités et anarchisme qui m'intéresse particulièrement, et cela constitue depuis quelque temps mon cadre principal de réflexion.
L'idée est d'appréhender l'anarchisme comme l'effort persistant ou récurrent pour remodeler son identité et, si possible, son environnement sociopolitique, puisqu'il s'agit d'étudier des situations de rupture avec les normes en vigueur. Dans ce cadre, l'apport des théories queers peut sembler évident, puisqu'elles sont globalement fondées sur cette même idée de subversion des identités dominantes, cette fois bien entendu avant tout sur le plan des identités de genre. Alors il m'a fallu un peu de temps pour m'y intéresser, puisqu'il s'agit d'un corpus théorique très spécifique, mais cela m'apparaît aujourd'hui incontournable, et la réflexion profane que j'ai menée à bien à propos du lien entre subversion de l'identité et pratique vestimentaire en est, je pense, l'illustration. Mon problème initial était que la théorie politique, sous ses formes classiques ou plus contemporaines, s'intéresse peu aux vêtements. Et on trouve le même désintérêt chez Berger et Luckmann, qui sont des sociologues, alors même qu'ils insistent sur la dimension matérielle des conversions politiques et religieuses en tant que changement d'identité et en tant que changement de réalité. Berger et Luckmann s'intéressent aux rituels, aux réseaux, aux lieux, mais pas aux signes vestimentaires. A l'inverse, on trouve bien sûr dans la théorie queer un intérêt beaucoup plus marqué pour les arts visuels, les spectacles et pour les performances d'identité de genre, dans lesquelles les corps, les gestes et les vêtements sont bien entendu des éléments centraux. C'est le cas chez Judith Butler, qui fait le lien avec le post-structuralisme, mais chez d'autres théoriciens et théoriciennes queers, par exemple José Esteban Muñoz, que je cite dans mon chapitre, dans mon texte. J'avais alors plusieurs pistes pour mener à bien ma réflexion sur la place du vêtement dans la théorie politique, y compris en lien avec l'anarchisme. Il y a eu par exemple aux États-Unis à la fin des années 2000 tout un réseau queer anarchiste très offensif, appelé Bashback, qui a organisé des actions politiques contestataires et qui a produit des textes théoriques très intéressants. La critique des normes identitaires y est parfois associée dans ces textes à la question du vêtement. Par exemple, pour faire le lien avec ce qui était abordé tout à l'heure par Maxime, pour questionner le conformisme vestimentaire au sein des Black Blocs, qui se forment au sein des manifestations. Mais il m'a semblé donc plus pertinent d'évoquer un cas concret, celui de Sky Kubacub, styliste, dont le travail vise précisément à questionner les normes vestimentaires, non seulement des personnes queers, mais aussi des personnes handicapées, puisque Kubacub s'inscrit en effet dans une perspective queer-crip, où la subversion du genre côtoie la subversion des normes validistes. Je précise, avant de commencer mon propos, une dernière chose au sujet de Sky Kubacub. C'est une personne non binaire qui demande donc à être désignée en anglais par le pronom they, que j'ai traduit dans mon texte par yel, et je vais continuer à employer ce pronom, même si c'est moins évident pour moi à l'oral qu'à l'écrit. Mais enfin, c'est bien sûr une question de respect par rapport à son propre auto-positionnement. Je vais donc présenter son travail et notamment le manifeste qu'elle a écrit. Kubacub a fondé en 2014 Rebirth Garments, une ligne de vêtements et d'accessoires de mode basée à Chicago et conçue dans une perspective militante. Yale part à l'époque du constat que le monde traditionnel de la mode, de même que les vêtements grand public, demeure largement prisonnier d'un entrelacement de normes hétérocentrées et validistes. Yale se donne alors pour but de mettre en œuvre une performance de la subversion appuyée sur le mot d'ordre de visibilité radicale. Je cite Kubacub. Rebirth Garments remet en cause les normes de beauté dominantes qui sont discriminantes en termes de taille et de poids, validistes et conformes à une conception binaire du genre. Nous défendons la notion de visibilité radicale, un mouvement fondé sur l'affirmation de nos corps par le port de couleurs vives, de tissus exubérants et de designs innovants qui mettent en valeur les parties de nous que la société fuit habituellement. Par la visibilité radicale, nous refusons l'assimilation et nous voulons créer un mouvement de réforme vestimentaire queer handicapé. Il s'agit alors à la fois d'exprimer ce projet dans des créations et dans un manifeste de la visibilité radicale.
C'est ce manifeste qui m'a intéressé tout particulièrement. Il sert de substrat théorique à ces créations et j'ai repéré dans mon chapitre, et je vais reprendre ce plan, 4 niveaux d'intervention subversive. Le premier niveau est celui de la création de vêtements adaptés aux besoins spécifiques des personnes non binaires, transgenres, handicapées ou discriminées du fait de leur taille ou de leur poids. L'objectif est de lutter à la fois contre l'indifférence des grandes marques à ce propos, source d'exclusion et d'oppression, et de reconnaître aux vêtements leur potentialité de résistance. Cuba Cup décrit ainsi ses créations comme des armures douces ou comme des secondes peaux. Il s'agit tout autant d'élargir le choix à disposition des individus concernés que de les inscrire dans une logique d'affirmation esthétique et politique de soi dans l'espace public. C'est dans cette même volonté d'adaptation à des populations discriminées que Cuba Cup défend un principe de création sur mesure. Selon ce principe, chaque individu doit pouvoir se vêtir en fonction de ses envies, sans subir son corps comme une contrainte ou un obstacle. La personnalisation des vêtements et des accessoires répond alors à la diversité et aux particularités des identités de genre ou des handicaps. Le deuxième niveau concerne plus directement la notion de visibilité radicale dans le manifeste. La démarche de Cuba Cup interroge ici les logiques de visibilité et d'invisibilisation dans l'espace public. On considère généralement que ce sont les populations privilégiées qui sont en Occident les moins perceptibles dans l'espace public. Tout est fait pour faciliter la circulation, le confort et la sécurité des personnes cisgenres blanches en pleine possession de leurs moyens physiques, et parmi elles surtout les hommes. La possibilité de ne pas se faire remarquer ou arrêter pour des motifs de harcèlement, de racisme ou de contrôle, et donc de se déplacer sans avoir à justifier de son statut, de ses intentions ou de son identité, tout cela est le fruit d'un rapport de pouvoir. Cela veut dire que certains individus voient leurs caractéristiques érigées en normes, et donc en éléments référents à partir desquels l'anormalité, entre guillemets, ou la déviance sont ensuite produits. Mais Cuba Cup part du constat que cette structuration discriminante de l'espace public peut tout à fait s'accompagner d'un phénomène inverse, qui est l'invisibilisation des populations qui dérangent la normalité et qui perturbent la performance des identités dominantes. Ces personnes sont soumises à une injonction de discrétion, du moins dans les lieux ordinaires de la vie quotidienne. Ce sont celles que les privilégiés ne remarquent pas ou préfèrent ne pas voir, notamment les individus queers ou handicapés. Or, le vêtement est ici décisif. On attend qu'il nourrisse cette discrétion, ou dans le cas du handicap, tout est fait pour que les éléments qui le révèlent, tels que les prothèses ou les fauteuils roulants, soient indiscernables ou ternes ou purement fonctionnels. C'est à cela que Cuba Cup oppose donc l'exigence de visibilité radicale. Je passe en même temps quelques extraits de son manifeste. C'est l'idée qu'être visible, être incontournable dans l'espace public et ne pas pouvoir être remarqué est une source de pouvoir et d'affirmation de soi. Et elle explique, je cite, « Les normes culturelles n'encouragent pas les personnes trans ou handicapées à s'habiller avec style ou de manière voyante. La société veut que nous nous fondions dans la masse et que nous n'attirions pas l'attention sur nous. Dès lors, il importe de résister à cette invisibilisation à l'aide de vêtements ou d'accessoires que l'on peut caractériser par 3 critères. Les couleurs, dit le manifeste, doivent être vives, ce qui va à l'encontre de leur répression par la culture occidentale qui tend à rejeter les couleurs vives en tant que signe de population exotique ou émotive. Cuba Cup se réfère ici aux théories de David Batchelor. Ensuite, les coupes doivent avoir une géométrie exubérante et ne pas dissimuler la diversité des silhouettes. Le corps ne doit pas être caché, mais exposé ou sublimé par l'exagération des formes. Enfin, 3e critère, les prothèses n'ont pas à être réalistes, et donc chercher à reproduire selon des impératifs validistes de discrétion ou de mimétisme les membres qu'elles visent à soutenir ou à remplacer. Tout cela doit permettre aux personnes non binaires, trans ou handicapées de ne pas être ignorées et d'augmenter ainsi leur capacité de revendication et d'action.
Le troisième niveau de contestation concerne la recherche d'un écart permanent à la norme et le refus du passing, deux éléments qui nous mènent au cœur de la théorie queer et de ses stratégies de subversion. Tout d'abord, demeurer visible nécessite une lutte constante contre toute forme de normalisation, c'est-à-dire d'atténuation des différences, de récupération ou de classification. C'est pourquoi Cuba Cub présente ses recommandations en termes d'exubérance vestimentaire comme temporaires. Je cite, « Les signes de la visibilité radicale devront s'adapter en permanence. Si ces éléments se normalisent dans la culture dominante, ils ne seront plus aussi visibles. Ils se fondront à nouveau dans la masse. Nous devons toujours nous adapter pour être aussi visibles que possible, afin de ne pas être ignorés. » La norme pouvant donc elle-même évoluer et incorporer des éléments autrefois anormaux qu'elle vient digérer, sa subversion impose une adaptation continuelle des critères de perturbation de la normalité. À cette exigence d'écart perpétuel à la norme s'ajoute ici le rejet, typiquement queer, du passing, c'est-à-dire de l'assimilation à une nouvelle identité. Le but est d'échapper à l'identification genrée. Cuba Cube reprend ici le mot d'ordre « Nobody passes » de Mathilda Bernstein-Sycamore et défend l'idée que ces créations sont destinées à des individus qui refusent d'être lus, c'est-à-dire appréhendés à l'aune d'une identité de genre clairement délimitée. En tant que création destinée à des personnes queers, les vêtements et accessoires de Rebirth Garments promeuvent ainsi une esthétique dite genderqueer ou genderfuck, qui consiste à brouiller les contours du genre. De même, il s'agit de contester la norme validiste en encourageant les queers handicapés à refuser de la prendre pour modèle et à refuser de se soumettre à une distinction rigide et réifiante entre handicap et validité. Être radicalement visible, interpeller les individus dotés de privilèges, implique ainsi de ne jamais pouvoir être ignoré ni ramené à un type social reconnaissable et rassurant. Cela m'amène au quatrième et dernier niveau de contestation, qui est la subversion de l'identité en tant que telle. Cette subversion découle à la fois de la démarche de rejet de la norme binaire et validiste, et du refus d'adhérer à une norme identitaire alternative. Par-delà les seules questions de genre ou de handicap, c'est le concept même d'identité qui est alors publiquement contesté, en tant que site de sédimentation des rapports de force et de pouvoir. C'est d'ailleurs ici que la notion de visibilité radicale et son lien en pratique vestimentaire prend toute son ampleur. Il faut être vu pour devenir aux yeux d'autrui le questionnement vivant, permanent, des logiques de discrimination à l'œuvre dans l'adhésion à une identité fixe. C'est le geste queer par excellence. C'est une démarche qui s'inscrit résolument dans une performance de désidentification, telle que l'a définie José Esteban Muñoz, une manière pour les minorités de se confronter à une sphère publique dominée par ce qu'il appelle le fantasme de la citoyenneté normative. Une telle performance permet tout autant d'échapper à l'interpellation par les normes dominantes. Muñoz est influencé par Louis Althusser et la notion d'interpellation idéologique. Donc l'interpellation par les normes dominantes qui visent à fixer les rôles sociaux, que d'éviter de tomber dans le piège d'une contre-identification qui impliquerait une assimilation alternative. L'adhésion à une identité induit en effet nécessairement une part de réification et de soumission et donne prise à la domination même quand l'identité en question prétend s'y opposer. La désidentification, à l'inverse, s'inscrit dans une recherche de liberté à travers ce que Muñoz appelle une politique de la transformation de soi, qui est aussi une esthétique de la désorientation et de l'illisibilité identitaire. C'est pour cela que j'ai assimilé dans mon chapitre cette démarche à la notion de pouvoir destituant chez Giorgio Agamben. Le but n'est pas de proposer une norme alternative, mais de jouer avec l'idée de norme pour en subvertir le principe même. J'en arrive à ma conclusion. La notion de désidentification implique que le lien entre résistance, liberté et rejet de l'identité ne s'applique pas qu'au genre, mais à l'ensemble des situations de discrimination ou d'oppression qui s'accompagnent d'une logique de réification identitaire ou d'injonction à la normalité. Cuba Cub et Muñoz s'inscrivent d'ailleurs tous deux dans une perspective intersectionnaliste. Et pour ma part, au cours de mes recherches, j'ai été frappé de retrouver un même type de stratégie de fluidité et de brouillage des identités à des fins de lutte
contre la domination politique dans les travaux de James Scott, que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Scott étudie en effet, j'en dis un mot très rapidement, la façon dont les populations des montagnes d'Asie du Sud-Est tentent depuis plusieurs siècles d'échapper à l'emprise de l'État grâce à une mobilité continuelle. Il souligne à plusieurs reprises dans son livre Zomia le rôle du changement vestimentaire. Pour subvertir l'obsession étatique pour les nomenclatures, pour désorienter les administrateurs locaux ou coloniaux, ou encore pour échapper au recensement, il faut rester en mouvement, tant sur le plan géographique qu'ethnique et culturel. Les individus concernés cultivent donc un nomadisme à la fois territorial et identitaire. Ils modifient régulièrement leur manière de parler, de s'habiller et donc de s'autodéfinir. Cela leur permet de résister aux injonctions étatiques à la lisibilité. Alors malgré les différences de contexte, la proximité des pratiques et des vocabulaires me semble ici suffisamment frappante pour nourrir une réflexion sur le lien entre le vêtement, la résistance à la domination et le rejet des normes identitaires. Je vous remercie. Et je précise juste que les photos, puisque je ne l'ai pas mis sur les diapos, sont toutes prises par une photographe donc, proche de Sky Kubacube, dont le nom est Collectivo Multipolar. Voilà, c'est cette personne qui a pris les photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos passionnantes communications, avec énormément aussi de références, et je pense que c'est important de sortir d'un séminaire avec des connaissances et aussi des références qu'on peut consulter, des exemples en tête aussi qu'on peut confronter à d'autres exemples. Donc merci infiniment. Je vais laisser le micro au public. Est-ce que quelqu'un a une ou plusieurs questions ? Bonsoir. Moi j'avais une question pour Maxime. Maxime, la première personne qui a parlé. Pardon, j'étais pas là au début, donc je m'excuse, j'ai loupé le début de votre présentation. Je voulais juste savoir s'il y avait des femmes en fait dans les militants dont vous parlez, parce que vous parlez de militants, pas forcément de militantes. Et c'est vrai que les formes de résistance dans la mode, c'est quand même aussi les femmes. Et on a parlé beaucoup d'hommes, j'ai l'impression, sur les deux présentations. Et du coup, je voulais savoir un petit peu si là, vous aviez fait un peu de terrain et rencontré des femmes, ou c'était vraiment que très masculin, très on dirait comme ça que c'est très viriliste un peu. Et voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Merci beaucoup pour votre question. Non, évidemment, oui, il y a énormément de femmes. Il y a aussi finalement l'enjeu de ce que Erwan a présenté, c'est-à-dire même dans les représentations les plus radicales, dans le militantisme, la forme des Black Blocs. Il y a eu très tôt dans le mouvement militant autonome allemand la présence des femmes. C'est vrai aussi dans le mouvement italien des années 1970. En fait, j'ai pas insisté. Et vous faites très bien de pointer cet élément-là parce que la présence d'un féminisme radical dans ces formes de lutte est absolument centrale. Si ça vous intéresse par rapport au Black Bloc, une référence encore en plus, une chercheuse à Rouen qui s'appelle Emeline Fourment, F-O-U-R-M-E-N-T, qui est une spécialiste. Vous parliez de terrain, moi j'ai pas fait de terrain spécifiquement sur les squats ou sur le militantisme allemand originel, elle l'a fait. Et c'est quelqu'un qui a toute une analyse justement sur la façon dont, y compris le recours aux vêtements noirs et à ces formes de manifestations radicales qu'on peut a priori coder comme étant liées à, on va dire, à une dominante masculine, voire à un masculinisme. Comment est-ce que justement s'opère aussi une contestation féministe à l'intérieur de ces codes. Il y a des témoignages aussi qui existent de militantes qui ont eu recours au Black Bloc très tôt, y compris dans le mouvement altermondialiste, qui ont expliqué finalement le sens pour elles, qui a un sens très important, puisque c'est ce qui est dit dans un témoignage d'une militante anonyme qui a beaucoup circulé en l'an 2000, c'est lorsque je mets un masque et lorsque je mets mon uniforme et que je vais dans la rue et que je me mélange dans ce corps collectif, plus personne ne sait de quelles normes finalement je relèverai, c'est-à-dire je disparais non pas
dans un rapport de visibilité qui est celui qu'Erwan a pu présenter, c'est-à-dire une possibilité de faire éclater les cadres par la couleur et par justement une survisibilisation, mais là c'est le moment de la disparition dans un corps collectif uniforme où justement c'est pas une uniformisation qui s'opère, c'est-à-dire il reste des pensées singulières, mais il y a en tout cas la possibilité de brouiller les normes aussi par ce biais-là. Voilà. Enfin, il y a toute une histoire de ça. Il y a aussi toute une histoire du militantisme queer et de son rapport à l'usage de ces formes radicales. C'est complexe. Je ne veux pas mobiliser la parole non plus, mais il y a en fait des subversions internes avec cet énorme souci qui est justement parce qu'il y a militarisation a priori de la forme de manifestation, on peut imaginer a priori qu'il y aurait justement une dominante masculine. Mais justement, il y a toujours cette histoire parallèle du renversement. Merci beaucoup. J'ajouterais juste un point sur cette question, notamment du gilet jaune. Les études sociologiques qui ont été montrées, et d'ailleurs pendant le mouvement, on peut souligner, à contrario, l'exceptionnelle féminisation de la mobilisation gilet jaune. Par rapport aux mobilisations syndicales plus conventionnelles, on a assisté à quasiment une mobilisation, avec peut-être pas de 50% de part de femmes dans les mouvements gilets jaunes, mais en tout cas une très très forte mobilisation des femmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question, un commentaire, remarque? Une petite question pour M. François Herman, je crois que c'est ça. Oui. Finalement, les entorses au costume bourgeois à l'Assemblée, il y en a eu depuis que la Troisième République a fait disparaître les uniformes. On a eu notamment sur les bancs de la gauche quelques élus qui sont venus en blouse à la fin du 19e. Je me rappelle au moins d'un élu en 81 qui était en bleu de travail. Est-ce que la nouveauté, c'est pas le fait que ce soit les partis qui dictent à leurs élus comment ils doivent le faire? Est-ce que ce n'est pas la marque d'une phase de polarisation accrue, alors que c'était des choix individuels auparavant? Réflexion intéressante, en effet. A fortiori, à une époque où on constate plutôt un déclin de l'emprise partisane et la mise en œuvre pourtant... Justement, on a besoin de la montrer plus parce qu'elle est en train de... Alors, je pense qu'il peut y avoir là aussi... là, on voit bien que, notamment au Rassemblement national, ça obéit une stratégie de communication. Vous avez évoqué, il y a toujours en effet des stratégies de distinction à l'Assemblée nationale sous la Troisième République. Certains siégeaient en soutane, le chanoine Kir, il y a eu d'autres stratégies d'affirmation ouvriériste avec le port de la bio, de la blouse, par un ancien ouvrier trivrier à la fin du 19e siècle. Plus récemment, Carvalho est arrivé en bleu de chauffe à l'Assemblée nationale pour souligner en fait la quasi-disparition des députés issus de la classe ouvrière. Donc, et ici, l'appropriation d'un certain nombre de vêtements comme symbole vestimentaire à des fins d'affirmation, de distinction ou de contestation. Mais alors, je ne suis pas persuadé que du côté de la NUP, le laisser-aller présumé relève d'une... Enfin, avec Mélenchon, en 2017, c'est évident, il y a là une volonté politique. En 2022, je ne pense pas à la NUP, je pense juste à la France Insoumise dans ce cas précis, parce que c'est un parti autour d'un individu, ce qui n'est pas le cas des autres, sauf la Macronie. Oui, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui on voit, alors, ce qui est à la fois curieux, c'est qu'on voit on est entré dans la démocratie d'opinion, on disait Bernard Manin, et non plus la démocratie des partis. Aujourd'hui, la vie politique, en effet, elle est plutôt le fait d'individualités qui sont adossées d'ailleurs de moins en moins à des partis, ou en tout cas qui réfutent d'ailleurs la dénomination de partis qui sont largement discrédités au profit de mouvements. Donc il y a des formes d'entreprise politique, d'auto-entreprise politique qui sont plus ou moins réussies. Celle de Mélenchon. Mélenchon, c'est quand même pendant longtemps été un député, un sénateur socialiste, et puis à un moment il a fait dissidence, il a créé son propre mouvement, et puis
la forme évidemment achevée, paradigmatique de ces stratégies individualistes, c'est évidemment Emmanuel Macron, qui lui se lance en politique sans la moindre formation politique, et ensuite crée un mouvement ad hoc pour l'amener jusqu'à la présidence de la République. Donc en fait, c'est un phénomène qu'a bien souligné Pierre Rosanvallon. Pendant longtemps, les leaders politiques étaient des représentants d'institutions, c'était Mitterrand, premier secrétaire du PS, etc. Alors qu'aujourd'hui, les leaders politiques sont des individus symboles qui émergent sur la scène politique en jouant des stratégies basées sur l'ego politique, la singularité, la mise en scène de la différence, des écarts, et qui réussissent ensuite à cristalliser derrière eux, évidemment, un mouvement qui va leur permettre de rassurer la logistique et puis tous les relais indispensables pour la conquête politique. Mais je pense que... alors, on le voit bien, quand même, ce que vous évoquez, en effet, c'est intéressant, mais elle le pointe aux marges, enfin, aux extrêmes politiques. Hein, cette forme de police des apparences qui s'impose, et le fait de ces partis politiques ou de ces mouvements qui sont les plus polarisés et qui entendent aussi éventuellement jouer de cette polarisation pour asseoir leur visibilité, au point de visibilité aussi, et au-delà de cette visibilité, évidemment, essayer d'asseoir leur emprise sur l'échiquier politique. Merci beaucoup. Est-ce que on a une autre question, un commentaire, une opinion? Moi, c'est plutôt une question pour l'audience, les étudiants. Est-ce que c'est est-ce que vous connaissiez Rebirth Garments? And for students who study fashion or who are interested in fashion, did you know the designer Sky Kubakov and maybe Rebirth Garment, or is it something you discovered tonight? Because this is also a topic that we address in class, you know, this idea of fashion and communication, so I don't know. Kathleen, I see you, I'm sorry. Is it someone you knew? No. Okay. Yeah. Okay, great. So it's also interesting that you can discover this, and so you can also then look at their Instagram account. I think you will find more information. And no one knew about this designer? Personne ne savait, personne ne connaissait? Ok, donc c'est comme une belle découverte. Et moi, j'ai peut-être une question pour vous, Erwan. Peut-être que vous l'avez dit, mais comment vous êtes... comment vos recherches, parce que comment vos recherches ont débuté sur Rebirth Garments? Est-ce que vous avez rencontré la designeuse pour vous poser des questions? Comment vous avez mené vos recherches? Alors, en fait, je m'intéressais en premier lieu à ce que j'ai évoqué en introduction, c'est-à-dire ce qui a été appelé la convergence Bashback à la fin des années 2000, donc, qui est une sorte de mouvement queer, anarchiste, insurrectionnaliste, comme on dit dans le vocabulaire propre à ce milieu, qui a mené des actions contre le Parti républicain et le Parti démocrate à Chicago, et c'est en faisant des recherches sur justement les mouvements queers et contestataires, même Kubakov est peut-être moins directement politisé, n'est pas affilié directement à ce mouvement, que de fil en aiguille, je suis tombé sur Rebirth Garments et puis sur le manifeste, donc, le premier chef de la visibilité radicale. Alors, je ne l'ai pas interviewé puisque j'ai vu que sur son site, il était marqué qu'elle refusait les interviews dorénavant. Alors peut-être pour des raisons, je ne sais pas, peut-être ça ne s'est pas bien passé avec des journalistes ces dernières années. Donc j'ai pas osé, j'ai préféré l'aborder simplement par un autre biais qui était lui demander si j'avais l'autorisation de reproduire les photos, ce qui a permis de nouer le contact. Et c'est vrai qu'on a eu des échanges de mails jusqu'à ce week-end. Je voulais qu'elle m'envoie quelques photos de son choix, puis on n'a pas eu le temps de s'entendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est un contact, c'est une personne qui a le contact très, très facile, de même que Collectivo Multipolar, donc la personne qui prend les photos également, qu'on peut trouver sur Instagram. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas sur Instagram, donc elles m'ont demandé est-ce qu'on peut vous taguer sur Instagram. J'ai pas compris exactement de quoi il s'agissait. Et est-ce que c'est une marque ou est-ce que cette designeuse, est-ce qu'elle
elle vend ces articles? Alors, je suis resté sur le côté très performance dans le visuel que j'ai proposé. Il y a eu un site, je ne sais plus par quel biais, Rebus Garments vendait donc un ensemble d'accessoires. Ça se vend à l'unité, il y a du sur-mesure, donc c'est au client, à l'acheteur de dialoguer en termes de préférence. Et il y a aussi tout un tas d'accessoires, enfin tout est possible de ce point de vue-là. J'ai simplement lu dernièrement sur le site de QBackup que son état physique, c'est une personne handicapée par ailleurs, ne lui permettait plus en ce moment de continuer ses créations. Et donc il semble que elle se concentre maintenant sur des sortes d'interventions auprès des jeunes pour les aider à se sentir mieux dans leur peau. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est ça, en fait. Au-delà même de la création de vêtements, c'est, je pense, transmettre, j'imagine, enseigner, disséminer sa parole et ce qu'elle fait. Et je pense qu'aussi il y a un public à renseigner, à informer. Oui, il y a toute une palette d'actions, effectivement. Alors, auprès des jeunes enfants, c'est des ateliers de couture, des coupages, etc. Et puis, pour les adolescents, il y a une démarche qui est plus activiste, plus politique, puisqu'il s'agit tout simplement de les aider à se sentir mieux dans leur corps, dans leur peau. Donc, on est sur quelque chose, bien sûr, de différent du design pur. Merci beaucoup. Bonsoir, c'était juste pour rebondir sur l'intervention qui vient d'être faite. J'avais une question par rapport au fait que ce soit une marque qui est créée. Est-ce que du coup il y a une volonté donc on repense le vêtement et la manière dont ça peut utiliser les personnes, mais il y a aussi un problème plus du capitalisme que j'ai pas trop comment exprimer ma question, mais si on veut pouvoir rendre visible et accessible, le problème c'est que le mouvement aujourd'hui il est à une échelle très réduite, peut-être locale, en tout cas personne ne la connaissait. Est-ce qu'il y a une volonté de venir créer un nouveau système, un nouveau business dans la manière de gérer la mode, ou c'est plus quelque chose de militant dans le sens une dénonciation et pas forcément c'est pas une solution, mais en tout cas une proposition alternative de comment on pourrait repenser l'industrie de la mode pour amener ces idées là-dedans. Je sais pas si c'est très clair. Si. Alors, Sky QBackup j'ai pas repéré un discours franchement anticapitaliste chez cette personne. Donc, j'évoquais à partir de Bashback, qui est un mouvement anticapitaliste, mais QBackup est à part. Et j'ai pas entendu parler d'une alliance ou d'un travail entre les deux. Donc, peut-être qu'ils ne se côtoient pas ou qu'ils ne sont pas d'accord politiquement sur ce plan. QBackup s'est retiré, alors je suis désolé, j'ai plus en tête le nom du site de vente par correspondance sur lequel Rebus Garments était disponible pendant plusieurs années, mais elle s'en est retirée pour des raisons qui ne sont pas explicites, mais qui sont peut-être liées à la volonté justement de ne pas perdre le contrôle de la production et puis de la vente de ces créations. C'est assez confidentiel. Effectivement, il y a une logique qui est présente sur le site et dans le manifeste de slow fashion, puisqu'il s'agit de faire du sur-mesure en dialoguant avec les personnes intéressées, avec les acheteurs. Donc on est dans quelque chose de très pointu, j'imagine de très lent, de très précis, qui n'a pas du tout vocation à prendre une ampleur multinationale, entre guillemets. Et je crois que l'intention d'Evar, quand le manifeste a été publié, était de trouver des interlocuteurs, des interlocutrices à travers le monde. Peut-être que ça n'a pas pris parce que c'est pas aussi facile que ça, ou c'est pas encore le moment. Ça, c'est pas quelque chose. Enfin, j'ai pas posé la question directement, mais voilà, on est vraiment sur de l'artisanat, quoi, en quelque sorte. Merci beaucoup. Thank you very much for these three papers that really complement each other very well, I think, in giving a very rich account of this field. And I have a question of this relationship of garments in protest, or the role of dress in political protest, between effectiveness and a kind of performative activism. Because these garments aren't just
symbols to be read, they're effectively activist tools, also meant to be used as activist tools, and whether you could say something in your different areas about this. How effective do you see them in your particular cases, and how much do they border on also this question of performative activism? Est-ce que ça va si je réponds en français? Ce sera peut-être plus simple pour moi, mais je peux traduire ou compléter si jamais. Non, je peux repartir des gilets jaunes, parce que la question c'est que les gilets jaunes, ça n'est pas un sujet politique au départ. C'est effectivement envisageable comme étant un mouvement social, mais qui en fait partie, quelles sont les trajectoires des personnes qui finalement vont émerger avec ce gilet, vont finalement s'entendre et construire quelque chose ensemble. Pour moi, la performativité, elle est envisageable à cet endroit-là. C'est comment est-ce qu'un nouveau sujet politique n'a pas émergé peut-être d'une certaine façon dans la très longue durée, mais alors qu'on disait des Gilets jaunes que ça allait durer 2 semaines et que ça en a duré 60, on peut commencer à envisager que des éléments de performativité se sont joués au sens où une identité a réussi à structurer effectivement des groupes de femmes, gilets jaunes, avec des modes d'action spécifiques, des formes d'autonomie. Voilà, je pense que du coup, il y a cette premier élément de réponse. Et puis, il y a l'élément de théorie. Ça, c'est Erwan qui l'a mentionné dans son intervention. C'est tout ce que Judith Butler, notamment, a pu faire autour de cette question de la performativité. C'est-à-dire de passer au départ d'une performativité qui est liée au genre et à la subversion des normes par une performativité de combat, de renversement des normes genrées, à ce qu'elle a réorienté vers plus généralement les enjeux autour de la précarité, et notamment son Notes toward a Performative Theory of Assemblies, c'est 2015 dans mon souvenir, c'est traduit en français également, où elle montre finalement toutes les conditions qui sont les conditions contemporaines de l'apparaître, de telle façon à pouvoir créer un nouveau vocabulaire ou registre du politique, c'est-à-dire on a même plus, ce qu'elle défend dans ce livre, c'est on n'a pas besoin d'énoncer verbalement ou oralement les corps dans la rue, et donc les vêtements, la mode, la façon dont les corps sont habillés participent d'une énonciation qui précède déjà toute performativité du langage. Alors on est d'accord ou pas, parce que c'est plus compliqué à mon avis que simplement ce renversement, mais la question de la performativité à mon avis se joue là, c'est-à-dire en fait il y a le niveau de la théorie. C'est-à-dire la théorie en est arrivée à devoir penser finalement ces modes d'apparition. Et puis il y a l'apparition concrète, ordinaire, et le mouvement des Gilets jaunes, à mon avis, est très représentatif de ça. C'est-à-dire le fait que la performativité, c'est pas juste un outil intellectuel, parce que c'est un peu ça que parfois elle est devenue, c'est-à-dire le fait que tout serait performatif, que le langage ne servirait plus à décrire le monde, qu'il serait avant tout là pour le réaliser. Disons qu'il faut revenir ensuite sur des mouvements concrets, l'analyse aussi des symboles tels qu'ils sont mis en avant, et je pense que les Gilets jaunes, justement, c'est une manière de réfléchir à ça. 60 semaines, ça signifie qu'il y a de la performativité là-dedans, et qu'il y a toujours des identités collectives dont plus personne ne parle, mais qui existent, et qui ont gardé justement ce symbolisme, ce qui fait que le mouvement continue. Mais j'arrête là. Moi, je pensais surtout, alors Sky Cuba Cube, c'est beaucoup de performances, d'interventions dans des universités, auprès de jeunes ou d'étudiants. Donc la dimension performative, elle est liée à une démarche de mise en visibilité de ces créations, mais ça n'est pas sinon une personne militante ou une personne qui va produire des vêtements qui vont être immédiatement visibles dans la rue. On a une dimension de performance qui limite sans doute la possibilité d'extension à une sphère de performativité plus grande. Et puis je repense à la question à Bashback, aux queers activistes. Bashback a disparu
à la fin des années 2000, précisément parce que ces membres ne voulaient pas faire identité collective. Et il y a cette dimension queer qui est très importante, qui est le refus de l'identité, et de se désagréger au moment où on peut nous étiqueter. Et c'est lié à tout un ensemble de théories antisociales, étiquetées comme telles chez les queers, à savoir qu'à partir du moment où on est identifiable, où on peut justement agir et être vu comme un groupe qui agit et qui milite, il faut faire un pas de côté, il faut à nouveau disparaître, il faut à nouveau trouver, à toujours éviter d'être normé, d'être classé. Et donc il y a une performativité activiste, militante, de terrain. Ce sont des gens qui ont quand même mis un sacré foutoir pendant quelques années à Chicago et dans des événements politiques. Et ensuite, il y a des débats internes immédiats qui est que on ne peut pas se trahir soi-même en étant finalement trop concret. Si la performativité, c'est une façon pour les choses de se concrétiser dans la rue, il y a toujours un moment où ces activistes queers vont devoir trouver un autre moyen d'expression ou disparaître pendant un temps, puisqu'il y a une nouvelle convergence Bashback cet automne, ça ressurgit d'un seul coup, mais j'ai pas pu avoir la moindre information à ce sujet, puisque c'était totalement cloisonné. Ce sont des militants très prudents, des militantes très prudentes, et donc quand j'ai demandé si c'était en visio, ils m'ont dit non, hein, ils ont dû se dire tiens, un flic français qui essaye d'en savoir un peu plus sur nous, et puis j'ai demandé quel était le programme, j'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, il y a aussi une difficulté d'accès. Si la performativité, c'est comment ça se concrétise sur le plan militant ou activiste, là, moi j'en ai pas là-dessus connaissance. Ah désolée, je me cache un peu, je sais pas si vous m'entendez. Ok, je pense que c'est mieux. Donc il y avait deux thèmes principaux qui étaient dans les trois discours, qui étaient le révolte et aussi la conformité. Et moi, je suis très contre les dress codes en général. Et je voulais demander si vous avez des exemples des dress codes ou des choses qui sont imposées sur les personnes qui sont plutôt positives, parce que moi j'ai l'impression que quand quelque chose est imposé, normalement ça tombe pas super bien sur la population, par exemple avec les abayas qui ont été récemment interdits, oui, c'est ça, dans les écoles. Donc, est-ce qu'il y avait des exemples où il y a quelque chose qui a été imposé, qui a été plutôt positif? Alors, je vais juste répondre. Il se trouve que j'étais au Québec il y a quelques jours et j'étais avec une collègue de l'université de Sherbrooke et je voyais des lycéennes qui sortaient en uniforme. Dans les écoles privées québécoises, il y a beaucoup d'uniformes, etc. Je lui dis, oh, mais je lui pose la question sur la place de l'uniforme. Elle me dit, moi, mes deux fils, ils sont allés dans des écoles privées, ils avaient donc l'uniforme. Et ils ont adoré porter l'uniforme. Alors, j'étais un peu surpris, parce qu'en fait, en effet, moi, je ne suis pas spécialement partisan du port de l'uniforme, quel que soit, en effet, type d'uniforme d'ailleurs, parce que l'uniforme, il se décline quand même de toute façon. Et en fait, elle me disait, tout ce qui est souvent entendu à propos du port de l'uniforme, finalement, l'absence de marque, l'absence de tous ces signes ostentatoires, de la superfluité, disait Veblen, la consommation ostentatoire, disparaissent derrière une forme d'uniformité vestimentaire, et par ailleurs aussi derrière une fonctionnalité. C'est-à-dire que le matin, évidemment, on ne se pose pas la question de savoir comment on va se vêtir, puisque il n'y a pas le choix, il y a un uniforme, et donc ça résout en quelque sorte un certain nombre de problèmes ou d'interrogations. Alors peut-être est-ce là est-ce culturel, une forme de pragmatisme que j'aime à penser, qui serait propre aux Québécois. Ils ont un rapport assez, parfois j'ai le sentiment, un rapport assez direct aux choses, pas nécessairement, enfin là je généralise à outrance, c'est affreux ce que je dis. mais en tout cas c'est une perception un petit peu, sans tomber dans une lecture typiquement culturaliste, mes collègues me stigmatiseraient pour ça, mais en tout cas voilà le témoignage qu'elle m'a donné, mais après c'est vrai qu'a priori, après je nuancerais parce que les dress codes, bien sûr il y a des dress codes qui sont imposés, et puis il y a tout un certain nombre de codes
que l'on subit sans s'en rendre compte, hein, y compris sur le plan vestimentaire. C'est-à-dire que il est difficile, enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de libre arbitre vestimentaire, c'est une vraie question, mais n'est-on pas toujours un peu prisonnier d'un certain nombre de codes sociaux, de représentations, bon, et qui viendraient en quelque sorte minorer une forme de liberté, de libre arbitre vestimentaire. Bon, c'est un vrai débat, mais qui n'est pas tranché par les sociologues non plus. Si tu veux. Je me faisais juste une réflexion, mais je vais peut-être répondre à la place de Maxime, ou faire intrusion sur ton propos, mais je pensais aux Black Blocs, aux personnes qui vont dans les Black Blocs, c'est positif dans le sens où le dress code protège. Dans ce cas-là, le dress code, il est vécu comme un moyen d'éviter, pendant la garde à vue, d'être identifié sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais c'est un dress code stratégique, en tout cas, qui est vécu comme aliénant, dans une certaine mesure, et les queers en parlent aux États-Unis, et en France, il y a des discussions à ce propos aussi. C'est une auto-aliénation, mais protectrice, hein, en un sens. Et il ne faut pas négliger non plus le fait, je pensais à l'abaya, au voile, et à ce que me disent les collègues sociologues qui travaillent sur ces questions et qui travaillent sur l'islamophobie en France. Il ne faut bien sûr pas négliger la part de réappropriation et de stratégie chez les jeunes filles qui vont porter le voile ou mettre l'abaya, mais qui ne sont pas si aliénées, on le sait, que les médias veulent le dire, et qui en fait sont dans des stratégies de parcours personnel, de choix, et qui sont tout à fait capables de jouer aussi avec leur dress code en fonction de leur propre trajectoire biographique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir conclure parce qu'il est 8h30 et l'université va nous mettre dehors. Merci infiniment pour vos interventions. Je pense qu'on en a plein la tête, plein de nouvelles idées, plein de discussions aussi à avoir, même dans le futur. Donc, alors, on vous a donné des références. Si jamais vous avez besoin de plus de références de nos intervenants, n'hésitez pas. Merci infiniment à vous trois. Et on se retrouve le 14 décembre pour une dernière séance de l'année 2023 sur les droits et conditions du travail dans l'industrie de la mode. Donc, made in spite of labor rights. Et on sera heureuse d'accueillir Eve Murray-Camphor et Romain Castellesi sur le genre et l'industrialisation dans la mode. Merci infiniment. Et puis, Renato, you want to say something?